We are the winners, watch us glimmer like the sun for the champions. We're in control, body and soul. We push ourselves to the maximum. The champions, we are the champions. Bonjour, je m'appelle Anne, et voici les questions des bonitos. Alors on commence les questions pour David. Là, écoute, c'est pour toi, ça va te faire plaisir parce qu'encore tu nous en as pas parlé. Et il y a Eric sur Twitter qui nous a dit, spécial pour Daddy the Beat, Karine Le Marchand et smilesrun.fr va-t-elle voler la vedette à Anne du Bendidou? Tu nous en avais pas encore parlé, Dan. Personne ne vole la vedette à Anne. Hein, je m'en porte garde. D'ailleurs, elle entrera dans mon gouvernement hein, quand on sera élu. Ah, elle a le droit, quoi. Oui. Bah, elle a le droit. toi aussi, y a pas de souci. Bah, tu nous disais qu'il n'y avait pas de gouvernement. Non, il y aura un tirage au sort. Donc, tu seras ministre de... Tu verras. Voilà. Ok. Donc, moi, j'ai vu cette application parce que j'ai vu passer la question, je l'avoue. Donc, j'ai vu ce que c'était Smiles Run. Ouais, tu expliques un peu peut-être parce que tout le monde connaît Bah, pas. en fait, c'est une application ou on va dire un site qui propose des conseils et des programmes Ouais, d'entraînement pour. Je pense que la cible c'est les mères de famille en fait, enfin les gens, les quadras, on va dire, les gens qui reprennent une activité physique et qui ignorent un peu tout de ce qu'est la course à pied. Donc, Mhm. voilà. J'étais un peu surpris de voir que c'était Karine Le Marchand qui était l'ambassadrice de ce site, ou Ouais. la créatrice, j'en sais rien du tout, Ambassadrice, en fait. je pense. Hein. Ambassadrice, oui, bah d'où ça sort, je ne sais pas, enfin je la connais pas très bien non plus. Non, elle va pas lui voler la vedette. D'ailleurs, moi, ce que je pense, c'est que ce site est en réalité un repère pour mecs chauds, fans de cougars. Voilà. Peut-être. Bon, ensuite, alors, on a un gars qui nous a spammé, quoi. Je sais pas Un qui gars. ce gars-là. C'est NFKB. Vous connaissez? Salut Rémi. Je vois pas qui c'est. Et Rémi, bon courage pour ton tri. Là, c'est ce week-end, c'est Ah, son c'est ce week-end. triathlon à 3 et ça va envoyer, je pense. C'est un triathlon de combien? C'est un Alpha Ironman? C'est un Olympic Distance? Tu sais pas? Ouais, bah, je sais plus, il finit par 20 km, je crois, à pied. Donc ça doit être. Ah, c'est un Alpha Ironman, alors. Voilà, c'est Ouais. ça. C'est un Alpha. Ouh. Bah, bon courage, Rémi. Bon courage, amigo. Ouais. Ok. Donc, Qu'est-ce Rémi. qu'il nous a demandé, Rémi? Alors, il y en a plusieurs. Je crois que je vais les faire tout d'un coup de Rémi. Bah oui. Alors, première question. À quoi pensez-vous quand ça devient difficile sur une course? Anticipez-vous ça? Vous entraînez-vous à ça? Attention, c'est sérieux. Ah. Là. Oh, c'est super intéressant. Eh ben moi, je veux répondre. En fait, j'ai lu quelqu'un qui s'appelle Stéphane Abri, qui fait partie de mon team d'ailleurs, qui est un blog et Mhm. qui est une personne qui fait des conférences sur la motivation, sur le sport. Ouais, je le Et- suis sur et- Instagram, lui. Ouais, voilà. Donc Stéphane Abri explique qu'il a comme technique, il en a plusieurs, mais il a ce qu'on appelle un abécédaire qu'il se dit en fait dans sa tête pendant qu'il court, avec à chaque lettre il utilise des mots motivants, voilà. Ah, Donc ouais, ok. voilà, et ça lui fait passer du temps comme ça, et ça le conditionne aussi. Mhm. Donc Ok. ça le met dans un état d'esprit positif, etc. Et moi donc j'ai un peu suivi ça et j'ai essayé d'adapter un peu à ma sauce et Emir le sait parce qu'on l'a expérimenté ensemble sur le 80 km de l'Eco-Trail. Mais donc ce qu'on fait aussi, enfin ce qu'on a fait aussi, c'est on a recommencé cet abécédaire avec des mots, mais cette fois-ci accompagnés d'anecdotes. Voilà, donc tout de suite c'est un peu plus long et c'est aussi plus Ouais, marrant. mais en même temps, C'est plus marrant. t'as du temps à passer. Ouais. Ouais, bah on a du temps à passer, hein, on court beaucoup, donc voilà. D'ailleurs, j'en ai parlé à mon kiné qui était un peu surpris de ce genre de pratique et qui m'a dit
abandon. Voilà, donc... Ah, sympa. Ouais. T'as le positivisme. Ouais, C'est ça y super est. cool, gars. donc, Ok. Mais à D'accord. part ça, pour moi, pour mon 100 km que j'ai couru récemment, j'ai essayé de... Ouais, d'ailleurs, un grand bravo à toi. Ouais, J'en merci. profite pour te le dire. Merci. Bravo. C'était dur. Et j'ai essayé de rester concentré sur les plans de bataille que je m'étais fixé. Je m'étais fixé plusieurs champs de bataille, plusieurs plans de bataille. Merci Rémi, d'ailleurs, on en a parlé beaucoup ensemble. Et ce que je fais beaucoup, moi, c'est je travaille donc, je travaille beaucoup par l'image. Enfin, j'imagine beaucoup de choses. Enfin, par exemple, j'écoute de la musique, je m'imagine sur scène ou en train de, en plein clip, enfin des choses comme ça. Enfin, c'est un peu délirant, mais je m'amuse à ça beaucoup. Ou alors, ce que je fais aussi, c'est que j'imagine la fin de la course, ou j'imagine les gens venus m'encourager. Que je me dis, après ce virage, je verrai les gens que je connais, ce sera un beau moment, où je finirai les derniers mètres avec mes enfants, et je visualise beaucoup. C'est une technique qui s'appelle la visualisation. Ouais, Et c'est une technique. j'avais Tout à lu fait. quelque part, je sais plus, c'était un livre d'une triathlète, et qui disait qu'elle travaillait là-dessus. Ouais, pour la visualisation, c'est bien, c'est très bien, parce qu'en fait, tu réfléchis à toutes les possibilités et du coup, t'es pas forcément, comment dire, surpris par si t'es dans une mauvaise situation, quoi. En fait, tu l'as déjà visualisé, donc tu sais que tu vas t'en sortir, etc. Ou bien, Et là, c'est beaucoup toi, plus poussé, ou toi, dans le cas là, juste tu penses à quand tu vas arriver ou quand tu verras tes enfants ou machin, et du coup, ça te donne de la force pour continuer. Enfin bref, c'est une technique, la visualisation, ouais, ok. D'ailleurs, je me souviens très bien, quand j'étais au kilomètre 69, j'ai su que mes enfants m'attendaient un peu plus loin, et là j'étais effondré, quoi, parce que je me suis imaginé du coup qu'ils seraient pas là pour l'arrivée. Enfin, voilà, donc je me suis un peu effondré, et puis ensuite ils m'ont expliqué que avec 30 km qui me restait à parcourir à l'allure Qu'ils y arriveraient. ils avaient tout à fait le temps de rentrer, de faire les bains, de manger, etc. Il n'y avait pas de souci avec ça. Donc voilà. Mais donc toutes ces techniques, ça m'intéresse. D'ailleurs, ça m'intéresserait d'avoir un petit peu de bibliographie sur le sujet, sur la visualisation, sur la motivation, enfin plutôt sur la visualisation. Et ce que je trouve, c'est qu'il faut bien répartir tous ces ressorts un peu auxquels on va faire appel pour garder la patience, rester concentré. Donc tout ça c'est intéressant. Il faut planifier ça. Voilà, j'en ai acquis la conviction. Moi, j'ai un petit truc, c'est un petit truc tout bête que j'avais lu aussi pareil dans un livre. C'est de sourire. Il paraît que quand tu souris, c'est des endorphines, je pense, et du coup, ça te donne un coup de bien. Je sais pas si ça fonctionne vraiment. Hein. J'essaye. J'ai expérimenté, et oui, j'ai eu l'impression que ça avait un effet positif. Moi, j'y pense aussi souvent, quoi. Quand ça devient difficile, je me dis souris, Marjolaine, souris. Puis tu vois, tu souris, tu croises des gens, ils ont tout de suite envie de t'encourager. Enfin, tu prends que des ondes positives, quoi. Et quelqu'un qui est très fort comme ça, je vais encore le citer, c'est Rémi. Voilà, donc il soulève les gens et tout, mais c'est que des bonnes vibes. Et puis on en a un autre aussi dans le genre avec nous, c'est Emir, quoi. Rien que les petites oreilles et tout ça. Emir ne prend que des bonnes vibes sur le chemin, quoi. Non, c'est clair, c'est du dopage. c'est du dopage, clairement. Ouais. C'est du dopage légal. On n'a pas encore eu les agents de la FFA qui nous sont tombés dessus pour ça, parce que c'est un phénomène marginal. mais bon, je pense qu'ils vont considérer ça comme du dopage dans pas très longtemps. Ok. Bon, très bien. Deuxième question de Rémi. Est-ce que vous êtes persuadé de quelque chose contre la majorité? Waouh. Émir, c'est à toi. Voilà, attends, là, je comptais sur toi parce que j'ai pas compris là. Attends, est-ce qu'on est persuadé de quelque chose? D'accord, donc en fait, est-ce que je suis convaincu d'une chose et la majorité des gens, le commun des gens pense que c'est une connerie, c'est ça? Ah, je sais pas, je pense qu'il faut que tu fasses ta propre interprétation déjà de la question. Donc si on parle en course à pied, bon, allez, on n'a qu'à dire déjà, la chronique tombe bien, hein, le minimalisme, je pense que dans l'état d'esprit des gens, c'est quelque chose de non viable. Moi, je pense que c'est très viable. Donc ça, déjà, je pense que je suis marginal sur ce point, et je pense que c'est une vérité que c'est viable, alors que la quasi-totalité pense que sans amorti, on est mort. Donc ça, c'est une chose en course à pied. Deuxième chose en course à pied, l'alimentation, évidemment. Comment je pouvais ne pas caser l'alimentation? Évidemment, là-dessus aussi, hein, je pense qu'on peut faire sans les gels, sans les conneries de Dominique Chevelier, hein, sauf son respect.
Je vois pas pourquoi je dis sauf son respect. Il n'a pas besoin de mon respect. Peu importe. On peut faire sans gel, on peut faire sans toutes ces choses-là, évidemment. On peut faire sans produits d'origine animale. Hein. On peut très bien être un sportif accompli sans toutes ces choses-là. Donc sans le sucre en overdose là, à consommer, ou sans protéines de lait, sans manger de la viande juste après un marathon, sans toutes ces choses-là, quoi. Donc là aussi, je pense que je m'oppose à l'opinion générale. J'ai des pratiques... De toute façon, je crois qu'il y a beaucoup de sujets où j'ai des pratiques qui sont différentes du commun, parce que moi, quand je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, et quand j'ai pas la réponse à quelque chose, une réponse qui me convient et qui est prouvée scientifiquement, j'adhère pas, donc j'essaye de faire autrement. Quand il y a des codes, ça me lasse, alors j'essaye de voir si on peut les péter ou faire autrement. Donc du coup, je me retrouver souvent dans des situations où je fais quelque chose que tout le monde ne fait pas, quoi. Ok. Donc là, j'en ai cité 2 ou 3 plutôt. Ouais. Ouais. Ah, tu vois, elle était pour toi en fait cette question. Ouais, on peut dire ça. Si je l'ai bien interprété, parce que je suis pas sûr d'avoir répondu en plein dedans. Hein, mais... On demandera à Rémi. Il nous reposera une autre question la prochaine fois. Ok. Et alors, dernière question de Rémi. Attention, vous avez 2 secondes pour répondre. Est-ce que vous avez une idée de la proportion de coureurs qui courent en moyenne plus de 10 km par jour? 2%, 1%, 0,2%. David? Je sais pas, moi j'ai regardé dans mes stats et j'en suis, je pense, je suis à plus de 10 km en moyenne par jour sur l'année, je parle. Et ouais, c'est un peu, je pense que c'est loin d'être commun, une pratique généralisée, mais on serait surpris, hein. Peut-être que ce serait pas 2%, ce serait 10 et ce serait déjà énorme. Toi, Attends, laisse-moi faire rien. un calcul rapide. Tu es en train de dire que tu fais plus de 70 km par semaine, c'est ça que tu dis? Fois 52. Donc plus de 3640 km par an. Ouais. Je pense que là on est sur un moins de 0,5% des coureurs. Donc 0,5% de 60 millions. Ouais, mais je pense que c'est clair. Ok. Bon, bah merci à Rémi qui nous a fait faire des maths en plus avec ça. Tiens. Bravo. Ok. Ensuite, bah tiens, une question. J'espère que tu auras des crampes au prochain triathlon. Non, c'est pas sympa, non, ça. c'est pas vrai. Et puis moi, j'ai pas dit à Rémi ce à quoi je pensais quand je suis en galère. Est-ce que je me prépare, c'est à être en galère? Ah oui. Bah vas-y. Ouais, non, mais de toute façon, ça va être très rapide. J'ai fait une vidéo sur ça. Que je t'invite, Rémi, à regarder. J'invite un peu quiconque à regarder. C'est la partie 2 de l'Origol. Donc si vous voulez regarder, vous tapez Lapin Runner Origol partie 2 sur YouTube. Et j'en ai fait un petit texte. Et je trouve que quand on va faire du long et quand on sait qu'on va galérer, je pense qu'il faut absolument imprimer, entre guillemets, dans sa tête quelque part, l'état d'esprit dans lequel on est quand on est motivé à y aller. Ça, il faut l'imprimer quelque part et il faut pouvoir le ressortir intact à un moment donné quand on va être au fond du trou. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai appris à force de faire du long. C'est que ton cerveau, il va être en galère. Quand il est en galère, ton cerveau, c'est un lâche, c'est comme ça, il est foutu comme ça. Et il va te dire, mais arrête de te faire souffrir dès qu'il va sortir du confort, tu vois. Et donc c'est là où il faut ressortir, toi, ta motivation du moment où tu n'étais pas en galère, ton envie d'aller au bout de ce truc-là, c'est là où il faut le ressortir intact, tel qu'il était avant que tu partes, et te le remettre sous les yeux, penser à ça, et te dire que tu vas surmonter le moment de galère, passer à la suite, et que c'est que comme ça que tu vas aller accomplir ce que tu as voulu accomplir. Et c'est que comme ça, quand tu seras retourné à un état de lucidité, donc à la fin de ta course, que tu regretteras, entre guillemets, si tu as écouté ton cerveau qui te disait d'arrêter, quoi. Et à l'inverse... Je peux apporter un bémol? Bien sûr. Non, je te laisse finir d'abord. Oui, voilà, donc qui te disait d'arrêter. Donc, et à l'inverse, si jamais tu as réussi à le faire, tu te féliciteras en quelque sorte de ne pas avoir écouté la lâcheté, entre guillemets, de ton cerveau du moment qui t'a encouragé à arrêter. Mais évidemment, tu peux apporter un bémol, parce que ce que je dis là, ça a complètement ses limites et je l'écoute complètement. C'est au moment où tu as effectivement des pépins physiques. Bon, je te laisse du coup, parce que je pense que tu vas aller dans ce sens. En fait, Rémi a tourné une vidéo de lui à un moment dans une course cycliste. Il l'a tourné pour se souvenir de l'état dans lequel il était à ce moment-là.
Donc déjà pour pas avoir de Je l'ai vu, regret ouais. d'avoir C'est abandonné. extrêmement intéressant. Tu C'est l'avais vu extrêmement intéressant. C'est hyper Ouais. intéressant. Je trouve la démarche excellente. Et donc aussi pour se souvenir j'imagine, hein, du moment où il voudra s'inscrire, ou peut-être du moment où il voudra se préparer. Voilà, pour garder en tête l'idée que ça peut être très très dur et que avant de s'engager, il faut savoir à quoi s'attendre et pas se laisser, pas se voiler la face par l'enthousiasme qu'on récupère dans l'année, voilà, parce que la souffrance est passée. Je suis d'accord. Il y a une phrase qui, je pense, est assez importante à contrer, qui est une phrase de motivation par excellence, qui consiste à dire « Allez, c'est dans la tête ». Il est complètement vrai que non, ce n'est pas dans la tête. C'est pas dans la tête. Je suis désolé, c'est pas dans la tête. Alors, la plupart du temps, pour ceux qui, entre guillemets, ont un mental qui est très limité, ce qui est la plupart des gens est comme ça, hein. Quand on ne s'est pas confronté à des épreuves difficiles, on a un mental limité, c'est comme ça. Et ça se construit, je pense, à force de côtoyer la difficulté. Eh bien, là, on peut pousser les gens en leur disant c'est dans la tête, tu vas y arriver, parce que ces gens ne sont pas habitués à se forcer. En revanche, pour des gens qui sont déjà habitués à se forcer, au bout d'un moment, non, c'est plus dans la tête. Quand ils en peuvent plus, quand ils sont en train de claquer des dents, quand ils sont au bord de l'hypothermie, quand ils ont plus de jambes, quand ils sont vraiment finis, quoi, ça, c'est plus dans la tête au bout d'un moment. Donc, c'est dans la tête, c'est vrai dans une certaine mesure, mais à un moment donné, c'est plus vrai. Et c'est pas parce que moi, je pousse beaucoup les gens, je les encourage à aller plus loin, à essayer des trucs, à essayer d'en faire le maximum. C'est pas pour ça qu'il faut se voiler la face quand il y a une véritable difficulté. Mais ce qui est vraiment dur, c'est de reconnaître la véritable difficulté de la flemme et de la lâcheté, en fait. Et ça... C'est ce que je t'ai dit, c'est difficile, la limite entre les deux. Voilà, c'est extrêmement dur de savoir. Et ça, je pense que c'est qu'avec l'expérience personnelle sur le long que l'on apprend à se connaître. Est-ce que là, j'ai envie de m'arrêter parce que j'ai mal, mais en fait, je pourrais très bien passer outre, mais j'ai la flemme, je suis lâche. Ou alors, est-ce que c'est vraiment que je suis dans un état où là, je peux pas continuer, quoi. Ouais. Mais ça, finalement, on peut pas le savoir tant qu'on n'y est pas confronté, je pense. Non, et même quand tu t'y es confronté des tas de fois, eh bien, tu peux encore te poser la question. Même quand tu es hyper expérimenté, tu peux encore, quand tu arrêtes, te demander est-ce que je m'arrête, pourquoi là en fait. Tu peux vraiment... Il y a des fois, tu te payes le luxe de te dire, comme c'était le cas entre guillemets de Rémi, hein, même si le mot est mal choisi, sur sa vidéo où il n'y avait pas de doute. Et ça, c'est quelque part, c'est un luxe entre guillemets parce que derrière, tu n'as aucun regret. C'est évident que tu as fait le bon choix d'arrêter. Mais quand c'est pas évident, eh ben, c'est dur. Parce que quand tu te regardes en arrière et que tu n'as pas pris cette vidéo, tu n'as pas eu ce réflexe comme a fait Rémi par exemple, tu oublies. Tu oublies que tu étais en galère, tu oublies que tu as galéré et tu as tendance à regretter en fait. À te dire, mais pourquoi est-ce que j'aurais pas pu en faire plus? Est-ce que j'étais vraiment à ma limite, etc. Tu oublies. Et voilà, et le regret vient de te tracasser en quelque sorte. Ouais. Bref. Très intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant ça en fait. Tu vas nous faire une chronique, Émir, encore. Allez, non, c'est vrai, c'est hyper intéressant quoi. Bon, on remercie Rémi encore qui nous a sorti un bon sujet. Ouais, très très bon sujet. Ouais. Tiens, on va revenir sur le sujet du minimalisme un petit peu là, avec c'est sur Strava, Étienne Coursier qui nous a demandé Étienne. courir un minimaliste quand on fait un quintal, c'est pas un peu maso? Bon, déjà, je pense qu'il fait pas un quintal. Je sais pas s'il parlait de Étienne. lui, mais bon. Non, Étienne, non, il fait pas un quintal, je pense pas. Non. Est-ce que c'est pas un peu maso? Non. Oui, peut-être. En fait, là, j'atteins rapidement mes limites. Là. C'est-à-dire que comme ça, j'ai pas pu l'expérimenter. Je suppose que la situation de surpoids impose une très très forte tension sur des articulations. Et je pense qu'il vaut mieux dans ces cas-là éviter d'empirer la situation entre guillemets. Après ça, en général, c'est délicat ça parce que c'est médical. Je sais pas. Là, je peux pas. Ouais. Je sais pas si c'est maso. C'est peut-être pas maso. C'est peut-être maso. Parce que en fait, courir, ça met une forte tension sur les genoux. C'est assez connu. Hein, c'est ce qu'on dit. Maintenant, si tu cours en minimaliste, ta tension sur les genoux, elle est réduite. Mais est-ce qu'avec le surpoids, c'est mieux, c'est déjà, pas mieux. courir quand tu es en surpoids, il faut faire attention parce que forcément, le corps, il est déjà pas dans son meilleur, dans sa meilleure forme entre guillemets. Quand tu es en surpoids, tu vas déjà mettre plus de pression, c'est pas normal la pression que tu mets. Et en plus, tu vas courir, ce qui rajoute
Ouais. Donc je pense, bon, moi je sais pas trop là, c'est un peu, Peut-être que la question c'est est-ce que courir quand on pèse un quintal c'est maso ou pas? Courir tout court en fait. Est-ce que le minimalisme vient encore plus empirer la situation? J'en sais rien, mais courir tout court quand on est en surpoids, ouais. je pense que c'est déjà pas terrible. Je pense pas que c'est maso, mais il faut faire attention au dos, etc. Ouais. Et là, ouais. Là il faut voir, je pense qu'il vaut mieux voir un médecin pour être sûr, quoi. Moi je pense pas. Ouais. Le médecin reste il dans va les dire arrête chaussures. le sport, t'as mal, arrête le sport 3 semaines et reviens Mais si t'as encore non. mal. Mais non, allez, moi j'ai envie d'y croire. Il y a des médecins qui Ouais, je plaisante. sont, On reste sur les chaussures avec une question qui a été posée par Balmat sur Twitter et par Vincent Auvray aussi sur Strava, un petit peu, enfin le même sujet. Donc les questions, c'est en moyenne, vous utilisez combien de paires de chaussures de run par an? Donc ça, c'est Balmat qui nous a demandé ça. Ensuite, Vincent qui a demandé à quelle fréquence changer de chaussures, kilométrage donné, par exemple 1000 km, ou aux sensations, mais dans ce cas-là, ne risque-t-on pas de s'en rendre compte quand il est trop tard, quand on s'est déjà fait mal? Donc déjà, combien de paires de chaussures par an vous avez? Alors, perso, 3-4, on va dire. Ok. Et je les change pour 2 raisons, on va dire, principalement. Premièrement, quand Strava me signale qu'elles ont dépassé les 1000 km, là j'arrête, mais ça m'arrive d'arrêter avant. Mhm. Et la deuxième raison qui me fait changer de chaussures, c'est avant une compète, un truc comme ça, ou quand j'ai une baisse de motivation, il m'arrive de changer de pompe pour relancer un peu ma motivation en fait. Ok. C'est con, hein, mais... C'est loin d'être con. Mais Je fonctionne comme trouve ça pas con du tout, moi, au contraire. C'est basique. Mais pourquoi, c'est je sais basique, pas, ça te ouais. fait plaisir d'avoir des nouvelles chaussures ou parce Ouais. que tu sens une différence? Ouais, tu te fais un cadeau, Non, t'es Non, content. juste, ok. Je me fais le petit cadeau et en fait, il se trouve que je vois aussi la différence parce que Ok. toujours pour le 100 km, Strava m'a prévenu que mes Pegasus avaient 1400 km, ce qui fait un peu beaucoup. Mhm. Et donc j'ai fait des pieds et des mains pour trouver un modèle de Pegasus. C'était pas évident dans le commerce, elles étaient pas trop dispo parce qu'un nouveau modèle va sortir. Et je les ai trouvés finalement et j'ai couru le 100 bornes avec. J'étais libéré de ce côté-là, quoi. J'étais Ouais. content, quoi. Ok. Voilà. Tu me Et fais Mire, penser, toi David. Ouais, j'étais en train d'essayer de regarder sur Strava, là, elles ont combien. Ah, voilà, j'ai trouvé la valeur. La dernière paire de chaussures que j'ai enregistrée sur Strava, c'est des Mizuno Wave Rider 18. Elles ont 3201,3 km. Sauf que, tu t'en C'est doutes ça. bien, c'est juste que j'ai jamais changé la paire de chaussures à chaque fois que j'en ai. Donc, du coup, en fait, que Strava Et a ouais, non, mais- accumulé sur celle-ci. Et sérieux, Ouais. vous changez les paires de chaussures? Tu sais, vous en avez beaucoup, vous pensez sur Strava à changer les paires? Non, Enfin, bah je sais non, pas, justement, non, j'utilise pas c'est Strava, mais, c'est ce que tu peux voir là, du coup. ouais. Les pompes ont pas vraiment 3200 bornes, hein, c'est juste que j'ai jamais changé. J'ai pas cette discipline. Ok. Bah pour répondre à la question, moi je pense que 3 paires par an, un truc comme ça. Je pense que je flingue réellement 3 paires par an. Et l'autre question, est-ce que... Pardon, je fais un blanc là. C'était combien de paires tu utilises par Ouais, de l'autre, chaussures par an? Donc ça, tu c'était l'as quoi dit. La fréquence pour changer les, Ah oui. les chaussures. Oui, pardon. Oui, donc en ce qui Et me si tu concerne... changes au kilométrage ou aux sensations. Voilà. Merci. Alors, en ce qui me concerne, je change aux sensations beaucoup plus qu'au kilométrage. Mhm. Déjà parce que le kilométrage, en fait, j'en ai aucune idée du kilométrage de mes pompes. Donc, je regarde visuellement à quoi il ressemble. Si le mesh il commence à fatiguer, je commence à me dire que la pompe Ouais. elle est en fin de vie. Je vais regarder en dessous si elle est lisse ou s'il y a encore un tant soit peu Je si c'est fais un peu pareil slick en fait. ouais, voilà. Je Et, fais euh, pareil, je sais absolument pas combien de kilomètres sur les chaussures. En revanche, Et s'il y a un la trou, s'il y a un amorti, trou dans mes chaussures, je sais qu'il y a un sous-sail, quoi. ouais, voilà, là tu commences à te dire, mais après le trou peut être prématuré, par exemple l'amorti est encore bon et le trou, le trou peut être là. Hein. Mais après, il y a quelque chose qui m'a intéressé, c'est quand tu as dit, enfin la personne se posait, pardon j'ai oublié le prénom, je suis désolé, se posait la question de est-ce que on peut s'en Vincent. apercevoir quand il est trop tard. Merci Vincent. Donc là, en fait, c'est quoi le trop tard? C'est quand tu t'es blessé parce que tu n'as pas changé de chaussures si on s'est suffisamment déjà fait tôt. mal, c'est ce qui Bah, descend. quand tu commences à avoir des douleurs dans le dos, Ok, non, je comprends. Ça, moi, je pense que je tomberais dans... Enfin, si jamais il est vrai qu'il y a un écueil à côté lié à ça,
au fait de changer trop tard, je pense que je vais tomber dedans de la quasi-totalité du temps, puisque moi c'est complètement du feeling, et tant que j'ai pas l'impression que la chaussure est foutue, si elle me convient encore à peu près, je vais la garder. Donc si on estime que l'usure abîme le corps, dans ce cas-là, j'abîme mon corps à chaque fin de paire de pompes. Ouais. Et ça, Faire confiance à ton feeling. Ouais, mais du coup, mon feeling, je pense que mon feeling, il a tendance à se dire si, ça passe. Alors qu'en fait, ta chaussure, elle est peut-être flinguée et peut-être que tu te fais mal. Mais tu t'en rends pas compte quand c'est à petite dose, quoi. Ouais. Donc ça, j'ai pas de solution miracle sur ça, malheureusement, je pense que je tomberai dans cet écueil. Ok, on passe à une autre question. Puis on va rester dans le médical, là. Ils nous ont pris pour des spécialistes, je crois. Il y a Eric qui nous a demandé sur Twitter, l'ostéopathe, à quelle fréquence et pour quelle raison? Je peux répondre facile, je te laisse David. L'ostéopathe, je l'ai jamais rencontré de ma vie. Et pour quelle raison? Je suppose pour réparer ton corps que tu casses allègrement quand tu cours des distances. Mais bon, tu peux aussi faire sans, visiblement, moi ça va. Jusque là. Maintenant, certains me disent, peut-être à juste titre, mais tu verras dans 5 ans ou dans 10 ans, ton corps il va être tout mort. Ben, je sais pas en fait. Peut-être que je m'en rendrai compte trop tard. Ou peut-être qu'ils ont tort. En ce qui me concerne, je connais des gens qui s'appellent les kékés du bocage, que tu as cité David, et je continue de les citer. Ces gens-là, ils ont des âges assez avancés, dans la cinquantaine, soixantaine, et ils ont des distances dans les jambes qui sont affolantes, qui défient toutes les lois de qui tu veux sur Terre. C'était plusieurs centaines de marathons en fait dans leur vie. C'est vraiment des gens qui sont hors du commun, et ces gens-là, ils continuent de galoper. Et ces gens-là, ils font les mêmes chronos que moi. Enfin, J'ai rencontré Stéphane, 260, 100 km. Voilà. C'est juste impressionnant, quoi. 260, 100 km. Mais là, tu vois, c'est assez impressionnant, mais regarde, on peut toujours trouver pire. Parmi les kékés du bocage, il y a le fameux Jean-Michel des kékés du bocage, qui est je crois, je vais peut-être dire une petite bêtise, mais je serai pas très loin de la vérité. Je crois que c'est la personne vivante qui détient le record du nombre de 100 km réalisés. Et je pense qu'il a, si je dis pas de bêtises, il a passé les 500 dans sa vie, 100 km. Et c'est peut-être même 600, mais ça, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'ai un petit bout de vidéo que je mettrai sur YouTube, où je l'ai filmé à la fin du marathon de Seine-et-Eure 2016, où je lui ai demandé, t'as fait quoi dans ta vie? Et là, il m'a annoncé le chiffre, et si ça vous intéresse, je mettrai la vidéo sur la page Facebook de Jogging Bonito. Je le ferai dans la semaine. Ça marche. Bon, encore une fois, ça dépend des gens, quoi. Ça dépend des gens. En fonction de soi, et puis... Toi, David, tu vas à l'ostéopathe de temps en temps? J'ai vu un ostéopathe pour la première fois de ma vie il y a un mois environ. J'étais parti en vacances et je me suis coincé le dos. C'était aussi pour la première fois. Ouais. Une drôle d'impression. Et du coup, je me suis résolu à aller voir un ostéo en urgence, donc en plus dans un patelin que je connaissais pas du tout. J'ai juste regardé les pages jaunes, j'ai vu que une certaine Leslie était bien notée avait de bons avis. TripAdvisor. T'as pas pris Bernard, quoi, par exemple. Quoi. Voilà. Elle m'a manipulé un peu, elle m'a fait craquer, donc c'était assez physique, c'était impressionnant. Et puis pendant 2 jours, ça a été super. J'ai fini les vacances très bien, et les semaines qui ont suivi, là j'ai toujours des douleurs dans le bas du dos, des douleurs lombaires, et je m'en sors pas. Donc je sais pas si c'était pire que mieux, ou si ça a servi à rien, ou je ne sais pas. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui consultent 3-4 fois par an l'ostéopathe pour se refaire une petite jeunesse, on va dire. Ils en sont très contents, tant mieux pour eux. Ouais, on entend beaucoup parler de l'ostéopathe en bien en ce moment, donc à voir, je sais pas. Moi non plus, j'ai jamais essayé, donc je peux pas trop dire. Ok, alors on va passer à une autre question. Pas des bons élèves de l'ostéopathie, non? Non, il faudra, il va falloir qu'on teste. Alors, on va passer. Alors, ouais, il y a eu pas mal de questions, j'ai regroupé en même temps parce que c'était des questions sur l'entraînement, en fait, un peu. Sur Strava,
On a eu Étienne, Guillaume, Adrien qui nous ont posé des questions. Alors, combien de kilomètres semaine pour attaquer un trail 40 km, 2K des plus? Attention. 2000 mètres de Ouais. dénivelé positif. Ouais, non, mais ça m'a fait rire de le lire comme ça fait un peu, tu vois, 2KD+. technique, On 2K dirait- des plus. C'est clair, on dirait NBA 2K17. Ouais, voilà. Ça va être compliqué pour moi de répondre plein d'entraînement parce que j'ai pas vraiment l'habitude de faire ça et en plus je suis pas trop trailer. Mais ce que je peux juste te dire, c'est si tu n'es pas habitué à faire du dénivelé, fais des côtes, fais des côtes, fais des côtes. Et pour t'habituer, parce que si tu n'as pas l'habitude de monter, ça va te faire bizarre, quoi. Même si, Ça va faire un même si choc. tu as l'habitude de faire du kilométrage, je pense que faire un peu de côte, ça peut pas faire de mal. Dans la même veine, parce qu'on a eu pas mal. Il y a un autre qui doit demander comment choisir ou concevoir un programme d'entraînement pour un trail. Pareil, c'est peut-être le même trail qu'il faut, ces deux-là. 40K, D plus de K. Ah, il l'a mis dans l'autre sens, oui. Et enfin, il y a un autre qui a dit, ouais, moi aussi, enfin, qui se pose la question et qui dit, lui, c'est juste pour un 33 km. Ok. Voilà. Ben, en fait, pareil, pour répondre à du programme d'entraînement, honnêtement, non, je sais pas faire. Cela dit, là où je suis assez convaincu, c'est que plus tu fais du volume, plus tu arrives à l'aise. Je crois que c'est un conseil tout flingué, hein, mais ça marche. Hein, plus tu auras couru, plus quand tu vas arriver, tu seras peinard. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, moi, je suis pas assez de toute façon pointu pour te dire, pour avoir une perf optimale, faut que tu fasses telle séance tel jour, telle séance tel jour. Il y a des coachs pour ça, et même les coachs qui font ça, moi-même, si j'écoutais un coach, j'aurais du mal à comprendre pourquoi il estime que faire ça, c'est la meilleure des choses. Tu vois, pour moi, ça relève de la science divine, en fait, de dire en faisant telle et telle et telle chose, tu seras meilleur, tu seras dans un meilleur état. J'ai l'impression qu'il y a trop de variables dans le corps, que déterminer quelle séance à faire à quel moment, ça relève de la divination, donc moi je peux pas en parler. Ce que je dis, c'est que c'est un constat simple, plus tu cours, plus ton corps sait courir, plus ton corps résiste à la course, et mieux tu vas vivre tes épreuves. Moi, c'est tout ce que je peux dire, et je sais que c'est vrai. Sur le coaching, je veux juste dire qu'un bon coach, en fait, il est capable. Parce que, comme tu dis, ouais, il y a plein de variables qui entrent en compte. Plus on est chacun différent. Enfin, bref, c'est un truc pas possible. Mais un bon coach, il est capable de modifier ton entraînement de façon, s'il voit que ça fonctionne pas, etc., il est capable de te proposer des choses différentes pour arriver à trouver les séances les plus optimales pour toi. C'est ça, un vrai bon coach, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. Bon, après, il y a beaucoup de coachs qui sont très fais pas ça, sinon il va t'arriver ça. Et ça, pour moi, c'est l'appareil, ou au contraire, fais ça, parce que fais ça parce que ça va te permettre ça. Ça, c'est vrai, je pense, dans une certaine mesure, mais fais pas ça, sinon il va t'arriver ça. Je pense que ça s'appelle lire dans l'avenir. Et je pense que, voilà, c'est quand même. Mais je pense que l'idée, c'est de se mettre dans les meilleures conditions possibles. Et voilà. Tout à fait, Ouais. tout à fait. On ne peut plus vrai. Ensuite, on a une question de Tony Truand sur Twitter, qui est un peu dans le même genre, mais donc lui, c'est inscrit par Paris avec un copain à la Saint-Élion. Vos conseils pour ce mur, sachant que son trail maximum effectué est de 24 km. Alors, est-ce qu'on a des conseils à lui donner pour la Saint-Élion? C'est les mêmes que précédemment, je crois. Plus Ouais. tu cours, plus tu vas être à l'aise pour courir. Maintenant, vu que la Saint-Élion, elle a quand même deux choses hors du commun pour lesquelles il vaut mieux pas arriver à poil. La première chose, c'est la nuit. Déjà, il fait froid, donc... Ouais, et la deuxième chose, c'est le froid. Tu as tout à fait raison. Donc, il faut s'attendre à être dans une situation d'inconfort pendant de longues heures. Et cette situation d'inconfort, elle va être empirée par le froid et par la nuit. Donc ça, c'est quand même quelque chose, je pense, où il faut s'éprouver avant. Donc je sais que c'est très très dur quand on n'a pas de dossard, mais il faudrait éventuellement se tester sur, j'en sais rien, 2-3 heures à courir une nuit comme ça, juste pour se dire, est-ce que j'arrive à bien vivre ça ou est-ce que j'arrive pas à bien vivre ça, quoi. Je pense que la première Saint-Élion, c'est... Enfin, éprouver la nuit et le froid sur une première Saint-Élion, il y a un gros risque que ça soit un crash test et que ça finisse pas bien. Alors, à mon avis, il faut au moins se connaître un tout petit peu face à ces deux paramètres. ces deux paramètres très très importants. Ok. Je pense qu'il faut que Tony profite des passages roulants pour courir, qu'il prenne pas trop de risques sur les montées à se cramer pour rien.
parce que c'est vrai que c'est une course longue et éprouvante par les conditions qui en plus peuvent être aléatoires. Tu peux avoir du verglas et là c'est assez casse-gueule. Et sinon, ce que je dirais aussi à Tony, c'est peut-être rendez-vous en décembre. J'espère y participer, j'espère qu'on se rencontrera. Entre Bonito, c'est cool. Ok, Yeah. alors attention, on passe à une question de Guren Vegan. Et Bon, un on sujet, passe, alors. on passe, on s'en fout, on passe. Attention, un sujet qui. Il n'est pas le seul à l'avoir posé. Sur Strava, on l'a demandé aussi. Donc, Guren qui demande running et saignement des tétons, un sacerdoce, une malédiction, un complot des marchands de brassières. Donc, ça, c'est Guren. Et Mano Negra qui nous dit je crois que c'est sur Strava, mais j'en suis plus sûre, qui nous demande quelle solution pour éviter les tétons qui saignent par frottement. Bah, Voilà. même pour moi, c'est. Vous êtes coquins, les gars. Pour moi, c'est super évident en fait. Il y a trois façons d'éviter les saignements des tétons. Il y a une façon swag, une façon pas swag, Pas swag. et la dernière c'est. Il y a deux façons swag, on va dire. Alors la première, c'est tu mets un max, voire un max, mais là faut pas avoir des tétons XXL, faut avoir des tétons gentils. tu mets un max de vaseline sur les tétons. Des nocs. Ouais, vaseline Noc, truc comme ça. Ça, c'est la première chose. Ça va tenir au moins 4-5 heures. Et si jamais ça doit durer plus longtemps, tu prends la Noc ou la vaseline dans la poche et t'en remets de temps en temps. Donc ça, tu vas être peinard. Ça, c'est swag. Parce que t'as pas besoin de te mettre le sparadrap dégueulasse qui est la deuxième méthode. Là, le coton sparadrap Attends, en croix sur le téton. Moi, je peux te dire un truc, c'est pas forcément swag ta Ouais, méthode. parce que c'est vrai que c'est pas hyper stylé au moment où t'appliques ta vaseline en dessous de ton t-shirt. Non, c'est pas ça. C'est Moi, pas c'est ça. après que c'est pas swag. J'ai une petite anecdote. Après, tu vas te servir en raisin sec. Non. J'ai une anecdote d'une personne, je donnerai pas le nom, qui a fait ça et il n'a plus jamais pu remettre son t-shirt C'est... utilisé. Ah bon? Parce que comment vous dire, hein, quand il court avec, enfin s'il voulait courir avec, c'est comme s'il avait 2 seins, quoi, tout le temps. C'est jamais parti au lavage. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc voilà. Ok, donc voir, ok. quoi. Moi, j'ai pas eu cette malchance. Je sais pas. J'ai toujours, pourtant, mais je pense que mes t-shirts, ils ont dû en voir de la noc, mais bon, peu importe. J'ai pas eu ce problème. Ok. Donc deuxième chose que je n'ai jamais fait de ma vie, c'est mettre un sparadrap coton. Hein, ça, c'est très très pratiqué hein, par les personnes âgées, donc ça devrait intéresser Guren. Personne âgée. Oh, c'est gentil ça. Et non, ça pour moi c'est tout bonnement une horreur. Mais, ce n'est pas pire que des tétons qui saignent, ça c'est sûr. Donc préférez largement le sparadrap à swag à des tétons en sang à la fin d'un marathon. Et enfin la dernière méthode qui a ses limites, je l'admets, en particulier en été, c'est de porter une sous-couche moulante. La sous-couche moulante, elle de toute façon, elle est collée au téton, donc il y aura 0 frottement entre le téton et la sous-couche moulante. Il n'y aura pas de frottement. Donc après derrière, si par-dessus cette sous-couche moulante on fout un t-shirt un peu plus ample, eh bien il y aura aucun risque que ce t-shirt vienne frotter le téton et le fasse saigner. Donc moi c'est ma Tu méthode sais, de prédilection. Si ça s'appelle, tu mets une brassière de course à pied, puis c'est tout. Hein. Tu veux dire, Ouais, ok. bon. Ouais, Et ouais, voilà, vous faites comme les filles, terminé. On n'en parle plus. Voilà, Et Guren. moi, c'est parfaitement bourrin, mais j'avoue, hein, honnêtement, j'utilise de l'élastoplaste. C'est Sérieux? Donc, ouais. Mais genre tout le tour ou pas? Bah, Tout le tour? Bah, on croit, quoi. Ah mais Ok. On croit. C'est quoi l'élastoplaste? Bah, c'est des pansements, ouais. des pansements, on va dire, adhésifs, mais qui collent très fort, enfin, à même la ça, peau. en quand plus, tu quoi. l'enlèves à la fin, t'es mort quoi. Mais pas à la fin, parce qu'à la fin, tu peux pas l'enlever. Tu peux pas, il te faut parfois plusieurs semaines pour que tout s'en aille, quoi. Si t'es un peu poilu ou pas. Et ouais, c'est ce que j'allais te dire, si t'es poilu, bon courage. Voilà, et ben c'est terrible. Mais au moins t'es tranquille, parce que tous les autres types de pansements que tu peux imaginer, moi ça tient pas, ça dure 3 secondes. Donc je n'ai trouvé que l'élastoplaste pour répondre à mon besoin. Et franchement, c'est vraiment terrible. Après tu finis par le retirer, ça s'effile, tu vas avec le ciseau, tu coupes les poils en même temps. Enfin j'ai honte de raconter ça ici. C'est dégueulasse. C'est vrai que l'élastoplaste a un côté du sparadrap, tu vois, c'est un peu comme la colle UHU d'un côté et le ciment de l'autre, tu vois. C'est à peu près pareil.
Je crois qu'avec l'élastoplast, tu peux d'ailleurs fixer des murs en fait qui tombent. Hein. Tu peux les refixer ou faire tenir ton pare-choc s'il est tombé par terre, quoi. Sans risque. Bon, écoutez, je crois qu'on a donné au Bonito pas mal de solutions. À eux de tester maintenant. Hein. Ouais, je veux plus jamais voir. D'ailleurs, je lâche une exclue dans la dernière vidéo là, qu'on va sortir sur le marathon de Copenhague, qui sort demain à 17h. Je veux plus jamais voir la dernière séquence de cette vidéo. Jamais, s'il vous plaît. Ah. Donc là, tu nous fais Bon, vous savez ce que c'est. On vient d'en parler. C'est du sang partout sur un t-shirt. Je veux plus jamais voir ça. S'il vous plaît. On passe à une question qui a été posée sur Facebook par Chris. En fait, il a deux questions. Semi-marathon en première course officielle, est-ce que c'est voir trop grand? Et faut-il se mettre un objectif temps pour cette grande première? Alors, moi je dis non, c'est pas voir trop grand de faire un semi-marathon en première course officielle. Ça dépend comment il court, hein, on est d'accord? Tout à fait. Entièrement d'accord. Et faut-il se mettre un objectif temps pour cette grande première? Feeling, là, il faut laisser parler le feeling. Ouais. Est-ce que tu te sens de faire un objectif temps? C'est-à-dire, est-ce que tu sens que tu es capable et que tu as envie d'aller chercher le chrono et que tu te sens bien d'aller chercher un chrono là-dessus? Ou au contraire, est-ce que tu as envie de vivre ta première sans pression et de te dire juste, moi j'ai envie d'être finisher et je verrai bien en combien de temps et ça me laissera une marge de progression pour les futures tentatives? Voilà, c'est à toi. Pour le coup, c'est entièrement à toi. Il n'y a aucune limite à se fixer. Uniquement ce que toi tu as envie de faire et à quelle vitesse tu as envie de le faire. Enfin, voilà. Est-ce que tu as envie de tout de suite envisager le chrono ou de te laisser cette option à plus tard, tout simplement. Ouais. Ok, on passe aux questions de Roms sur Twitter. Ouais. On va reparler entraînement là du coup. Il y a plusieurs questions. Faut-il avoir un RP sur 42 km inférieur à 3 heures pour donner ou vendre des programmes d'entraînement? Ouais. Sinon, il n'y aurait pas beaucoup qui aimeraient, je pense. Ouais, je trouve pas. Hein. On peut être assez intelligent pour comprendre comment les choses fonctionnent sans les avoir réalisées soi-même. Et je trouve même que c'est un manque d'intelligence d'être persuadé du contraire. Parce que ça arrive. Donc, voilà. Mais pour juste une petite nuance à ça, je pense quand même que, bien que je suis totalement contre la légitimité par la preuve des gens qui l'ont fait eux-mêmes, l'inverse existe aussi, c'est-à-dire l'extrême inverse. J'estime pas que celui qui a réalisé est le plus pertinent, même si je pense qu'il a quand même un coup d'avance, c'est sûr, il l'a déjà fait, donc il a un coup d'avance. Pas forcément, parce que s'il a suivi un plan, s'il a un coach derrière et tout, lui n'est pas forcément capable de t'expliquer comment t'entraîner toi pour y arriver. Hein. Ah oui, en effet, mais c'est-à-dire qu'il est peut-être mieux placé que quelqu'un qui l'a jamais fait, dans l'absolu. Maintenant, l'extrême inverse est encore pire, je pense. C'est-à-dire la personne qui n'a rien fait et est un petit peu random sur ses conseils. Je pense que ça existe, malheureusement. C'est-à-dire des gens qui s'improvisent totalement coach. Et là, je pense que c'est pire que quelqu'un qui a au moins réussi une fois le truc qu'il essaye de t'enseigner. Voilà. Ensuite, son autre question. Courir lentement en training pour courir vite en course? Point d'interrogation. Donc, j'ai mal posé peut-être la question. Non, ouais. C'est juste que je crois qu'il n'y avait pas eu d'inspiration. Non, mais si c'est des courses longues, forcément, quoi. Mais après... Pas que courir mais en fait, training, c'est la question de l'endurance fondamentale, ça, encore une fois. Oui, c'est la question de l'endurance fondamentale. Oui. On en avait déjà un peu parlé. Je pense que c'est utile pour tout le monde, de toute façon. Ouais, c'est clair. Non, pas que lentement pour courir vite, mais lentement, entre autres. Entre autres. Voilà, c'est ça, t'as raison. Ensuite, s'entraîner en couple avec des niveaux différents, est-ce que c'est possible? Oui. Mais c'est pas optimal pour l'un des deux. Ouais. Ça dépend parce que moi je trouve que pour courir avec mon amoureuse, parfois, je trouve que souvent ça me donne la pêche. Et comment dire? Déjà, je partage un moment avec elle, ça apporte vraiment de la valeur ajoutée à l'entraînement. Et souvent, juste après, je me sens hyper bien. Voilà, je m'estime pas du tout perdant dans l'histoire. Elle non plus, puisqu'elle court un peu moins vite, elle court à son rythme, elle est contente. Et moi, je me suis fait une séance plaisir qui m'a apporté, je pense. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas mal ça. Même au niveau de la performance, j'allais dire.
parce que les jambes, elles ont bien tourné, les sensations ont été bonnes, et souvent la séance qui suit après, parfois d'ailleurs je l'enchaîne, elle est vraiment qualitative. Très, ouais, très très belle perspective ici. Moi, je partais plus sur l'un des deux n'est pas capable de réaliser son entraînement tel qu'il l'entendait, donc sera peut-être un petit peu limité. Mais je suis entièrement d'accord sur le fait que, par exemple, si tu avais la flemme de t'entraîner et que, au contraire, la personne avec qui tu as fait ton entraînement t'a permis de faire un entraînement, bah, faire un entraînement, ça reste mieux dans la meilleure des cas, dans une certaine mesure que de ne pas en faire. Voilà. C'est Donc, clair. quelque part, oui, ça peut être mieux. Enfin, dernière question de Roms. Pourquoi tout le monde ne jure que par les on cloud? Moi, c'est l'hallucination totale. Et c'est quoi ça? Parce que moi, je n'ai même pas entendu parler. Bah, c'est une marque de chaussures, quoi. Ouais. Et je n'ai pas observé pour ma part que tout le monde ne jurait que par cette marque. À se Non, non demander plus, j'ai pas observé. à mon avis, c'est Roms, hein, c'est ça? Roms, Ouais. il est commercial chez eux. Je vois que ça. Hein. Au contraire, il a un truc contre ça. Ouais. Non, Tu veux même nous pas- faire non, j'ai croire pas- que On est le nouveau buzz sur l'industrie du running, mais moi j'en entends jamais parler. Ok. Bon, depuis que je pense que la réponse c'est depuis que Johan Stuck les porte, voilà, ah, C'est d'accord, parti en- ça change tout. Voilà. Oui, oui, ça c'est ça. explique. ça change tout. Ok. Bon, et Pardon Roms. je profite pour en dire que Roms finit en disant et merci pour votre boulot et le super podcast, toujours un plaisir à écouter. C'est sympa. Oh là là, Merci. nous aussi c'est un Yeah. plaisir de répondre à tes questions. J'espère qu'on a été compétents. Ouais. Ensuite, question sur Strava de Guillaume. Le trail en montagne avec ou sans bâton? Ouh. On passe à Elle est pour notre moi, truc. celle-là. Ouais, vas-y. Non, celle-là elle est pour moi. Non, mais, en fait, je pense vraiment que les bâtons peuvent aider dans une certaine mesure, c'est évident, quand c'est particulièrement pentu en montée, et surtout si les bâtons sont, alors peut-être pas télescopiques, mais pliables, et qu'il est possible de les ranger dans le sac. C'est-à-dire, il faut, de mon point de vue, il faut surtout pas des bâtons qui ne peuvent pas se plier, parce qu'en descente ou dans certains cas, ils vont être très 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 dérangeants, les bâtons, pour soi, et aussi pour les autres. Donc il faut pouvoir les ranger. Et deuxième chose, c'est les bâtons, c'est dérangeant pour deux choses lorsqu'ils sont mal utilisés. C'est que déjà un coureur avec des bâtons dans des sentiers type single et tout, il prend 2 fois plus de place qu'un coureur sans bâton. Ah ouais. Donc je pense par courtoisie, il faudrait qu'il soit plus vigilant que les autres dans sa façon de laisser les gens Ouais, c'est pas doubler. toujours le parce cas. qu'il- Et c'est pas toujours le cas. Et aussi, quand il y a du fort dénivelé, les bâtons, mal manipulés, ils se retrouvent facilement dans les yeux de la personne de derrière. Et ça, c'est dans les yeux ou dans les jambes. Et ça, c'est quelque chose que j'observe énormément. D'ailleurs, Bruno Poulnard a fait une vidéo sur ça, il y a très peu de temps. Pas dédié à ça, mais où il montre ce type de comportement. En fait, c'est pas un comportement, pardon, c'est juste un problème. C'est-à-dire que les gens ne savent pas forcément manipuler les bâtons hyper bien, mais pourtant ils se lancent avec des bâtons, et du coup ce que ça donne, c'est que ça donne beaucoup de gêne pour ceux qui Pour ceux qui sont derrière, pour les autres, voilà. Donc moi j'aurais tendance à dire oui, mais en ayant pratiqué avant beaucoup, et en étant sûr qu'on sait bien les manipuler et qu'on va pas taper dans les gens. Ok. Donc oui, mais avec respect, et ou sinon on peut très bien faire sans aussi. Enfin, si on estime que ce que je fais c'est correct dans la vie, eh bien j'ai jamais utilisé de bâton. Ok. Donc on peut faire ça. En tout cas, dans les Hauts-de-France, là où je me trouve, et je sais pas où se trouve Guillaume, je les déconseille, hein, parce que pour éviter de passer pour un kéké. Oui, il faut vraiment que le terrain soit technique et s'y prête, quoi, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Le but du bâton quand même, c'est de venir décharger les membres inférieurs par vase communicant sur les membres supérieurs, en fait. Hein. C'est le but. Si jamais il n'y a rien à grimper, ça sert à rien les bâtons. Ok, ouais, c'est bien de le préciser. Autre question de Vincent sur Strava. Combien de temps avant une course arrêter l'alcool? La veille ça passe. La veille c'est bon. Après ça dépend de ton chrono, mais la veille c'est bon. Il y en a qui arrêtent pas l'alcool même pendant la course. Bah oui, parce qu'il y a des courses festives où on propose de l'alcool. Ah oui, donc Ah oui, c'est non, vrai, ouais, tiens. Ouais. Ok, question de Cam Running Tartiflette. Ouh, joli. Sur Strava. Salut Camille.
Quel est le seuil de prix psychologique pour une chaussure de running et une variante 180 € pour une paire de running, sachant qu'elle aura coûté peut-être 18 € à produire et que l'ouvrier touchera des clopinettes, est-ce bien acceptable? Problème de société de consommation. Ouais, t'en avais un peu parlé déjà. Sérieusement, moi, je veux dire un truc par rapport à ça. C'est que déjà, quand il y a 3 chiffres, moi, ça me bloque. Avant, j'avais un seuil psychologique qui était à 50 €. Je refusais d'acheter des paires de chaussures qui dépassaient ce montant-là. Et depuis que je pratique la course à pied de façon plus assidue, je suis un peu moins regardant là-dessus. Mais, anecdote quand même, il m'est arrivé une fois d'acheter une paire de chaussures dont le prix atteignait 3 chiffres. Et je me suis interdit de les acheter, de les payer en une fois. Non pas que je n'avais pas les moyens de les payer, mais parce que psychologiquement, c'était impossible que je lâche une somme à 3 chiffres pour une paire de chaussures. Voilà, c'est... Mhm. Ouais, ton seuil, il est bas, David. Ouais, parce qu'il n'y a Ouais. pas beaucoup de chaussures qui sont en dessous de 100 €. Hein. Sauf quand t'acceptes, tu vois pas d'inconvénient à acheter la collection d'avant. Mais Ah oui, ouais, mais de toute oui, façon, ah oui. je le fais très souvent. Mais pourquoi pareil. pas, hein. Mais je conçois aussi qu'il y ait beaucoup de gens qui veuillent s'acheter la dernière paire. Ça, c'est le piège de la société de conso. C'est pas, je critique pas, hein, je constate. C'est fait pour les marques, elles nous connaissent, elles savent qu'on a envie d'acheter le dernier truc. Et quand tu arrives à te désinfecter entre guillemets de vouloir forcément la dernière en fait collection, eh bien tu gagnes sur le prix évidemment. Alors, on va passer maintenant. Ça va être. Il y a eu plusieurs questions à ce sujet-là. Sur Strava, sur Twitter aussi. La dernière performance de Kylian Jornet est-elle plus honorable et plus belle que les 2h25 sur marathon? Dans le même genre, hein, donc je vous dis toutes les questions qui ont été posées là-dessus. La tentative de sub 2 heures au marathon sur circuit sponsorisé par Nike en dehors des conditions réelles de course, voire sans contrôle antidopage puisque pas en compète officielle, a-t-elle un sens? Et que vaut la tentative sub 2 heures au marathon? Voilà, ça c'est vrai que c'est un sujet... J'arrive pas à décerner des honneurs en fait. Donc Kylian Jornet, ce qu'il a fait, très bien pour lui, c'est son trip. Hein. Mhm. Ce qu'a fait Nike avec sa course un peu événement, un peu folklorique, on va dire quoi, presque. Très bien, c'était un défi, il a presque été réussi. J'ai aucun jugement par rapport à ça. Ça me Ouais. parle pas. Ouais, ok. Émir, toi, Ok, moi je veux pas, je sais qu'il y a énormément de gens que ça fait vraiment tomber de leur chaise de voir cette tentative de record sous les 2 heures, etc., dans des conditions qui sont non contrôlées. Moi j'estime que le record, de toute façon, ce qui aura été fait n'est pas homologué, donc il n'y a pas de débat en quelque C'est ça. sorte, puisque on vient pas cramer le record d'un mec en conditions réelles. On dit juste que ça n'est pas homologué, mais c'est une performance qu'on a pu réaliser sur piste avec un athlète probablement peut-être aidé chimiquement. On dit juste que ça c'est quelque chose de possible. Ouais. On dit pas qu'on va cramer le record du monde. On dit que voilà, ça a été réalisé. C'est comme une sorte de proof of concept, quoi. On a montré que l'humain il pouvait faire ça avec tel et tel moyen, mais voilà, c'est un délire, quoi. Et après bon, il y a un gros côté marketing Ouais, c'est derrière. ce que je veux dire. Je crois que derrière moi, c'est ça. ce qui m'ennuie le plus, quoi, en fait. C'est le côté c'est Ouais, Nike pourquoi, qui en se met fait en avant. Oui, Nike se met en avant, mais de toute façon, c'est pour quelque chose qui n'est pas homologué et qui concerne finalement très peu les marathoniens, j'allais dire. Voilà, c'est une opération marketing. Comme il y en a d'autres, ça te parle pas, Oui, voilà, moi c'est de base, passes quoi. ton Voilà, chemin. à partir du moment où c'est du marketing, ça me gonfle, donc ça va pas. Je vais avoir un truc négatif dès le début parce que c'est du marketing, alors que bon, c'est Non, stupide, ça se quoi. tient. Enfin, parce que Ça se tient aussi. Moi, je comprends qu'on rejette ça en bloc parce que c'est qu'une opération de pub géante, hein. Mais bon, on peut constater, on peut se dire aussi, Ouais, voilà. c'est intéressant d'avoir vu ce que l'humain était capable de faire, quoi, ouais, non mais c'est vrai. Ok. Et enfin, dernière question qui s'adresse à David. Ouais. C'est Étienne Corsé qui te pose la question.
Est-ce plus fatigant de courir un 100 km ou de passer une journée à s'occuper de ses enfants? Après ma journée d'hier à suivre le 100 km de Daddy the Beat en m'occupant de ma fille, je me suis posé la question au moment de me coucher. Alors là, franchement, vraiment sans aucune hésitation, ben, s'occuper des enfants, quoi. Ah ouais. Il n'y a pas photo. Mais c'est un plaisir tout aussi, enfin, encore plus important. Mais ouais, vous avez vu la réponse super démago là? Tu m'étonnes. C'est clair. Ok, et moi je veux finir parce qu'il y a une question qui est passée, parce que comme je regarde le hashtag AskJB sur Twitter, il y a une question de Joey sur Twitter donc, qui a dit Did you pass me on the M65 yesterday in a Lambo? Et comme je veux pas le laisser dans l'ignorance, ce pauvre jeune homme, je lui dis Joey, it wasn't me. Voilà. Donc c'était pas nous en Lambo, tu vois, Lamborghini. C'était peut-être un autre JB, je sais pas. Justin, si tu nous écoutes. Voilà, je sais pas s'il y a répondu. Le Joey qui a posé la question, en fait, c'est Joey Barton. C'est un footballeur professionnel. Ah anglais. ouais, d'accord, alors je savais pas ça, tu vois. Par contre, je savais. Mais s'il veut nous écouter, il n'y a aucun souci. Il a joué à Marseille d'ailleurs. Ah, Donc, d'accord. il doit être un peu francophone. Ah d'accord, non, je savais pas. Ça m'avait fait rire de voir ça, mais je savais pas. Je croyais que c'était un gars lambda, quoi. Oui, c'est un poète des terrains de foot. Ok. Bon, enfin, trêve de plaisanterie, c'est pas qu'on vous aime pas les bonitos, mais il va falloir se quitter là maintenant, hein, comme ça. Donc après le triste. hashtag... Hein? Moi, je suis triste, on était bien là. Ouais, on était bien, mais bon. Toutes les bonnes choses ont Il une faudrait se fin. faire une nuit de jogging bonito. Ouais, on était bien partis là. Enfin, Avec que des questions, avec des auditeurs peut-être. Ça Ça serait serait rigolo, rigolo, ouais. via C'est Skype. clair. ouais, à voir, hein, pourquoi pas. Ouais, l'idée. D'ailleurs, moi, je tiens à dire une petite chose pour ceux que ça va intéresser, hein, même s'il n'y en a pas beaucoup. À l'instant où l'on tourne ce jogging bonito là, il est actuellement 1h03 du matin et nous sommes le 2 juin 2017. Donc c'est maintenant le jour de mon anniversaire, les amis. Voilà. Oh non, Joyeux purée. anniversaire, Voilà, Emile. Joyeux à le dire juste anniversaire. en direct, juste parce que je trouvais ça rigolo d'être en train Super. d'enregistrer le jour de mon anniversaire. Donc voilà, je Mais partage avec vous, oui. ça me fait plaisir. Oh là là. Chers auditeurs, n'hésitez pas, le petit Ah message ouais, pour Emile, il Ah, appréciera. tout à fait. Voilà. Bon anniversaire, Merci. mec. c'est clair. J'avais Bon, pas c'est pas- tilté, c'est pas hein, encore je l'heure, m'en mais- veux quoi quand même, on aurait pu... Oui, si, c'est on l'heure. va rigoler ou quoi. Non, c'est pas, enfin, l'heure dans le sens, ça dépend si on est un puriste, tu vois, genre, Ah à quelle écoute, heure moi je t'es né suis et une tout. puriste. Moi je suis une puriste à minuit, c'est ton anniversaire. Ah, d'accord, Bon. ok. Même si t'es pas né à minuit, du coup. Ouais. Mais Ok. après, à l'heure de ton anniversaire, je te re-souhaite ton anniversaire, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais. Ah, attends, on fait ça bien. Voilà, non, mais je suis ravi lors du passage à mon anniversaire d'avoir été avec vous et d'avoir été en train d'enregistrer un jogging bonito. Moi, ça me fait plaisir. Ouais, ça c'est cool. Écoute, nous sommes ravis également. Ouais, c'est clair. Alright. Bon, bah en tout cas, après le hashtag HJB, on va monter le hashtag David 2022, on est d'accord? On vous rappellera. JB 2022. JB nous 2000. sommes une équipe. Ok, JB 2022. On vous reparlera des conditions pour adhérer à notre mouvement en course. Et vous inquiétez pas, il y aura contrôle antidopage à l'entrée. Nous, on va faire le ménage, on est intransigeants là-dessus. A plus les bonitos, dites-nous que vous nous aimez sur iTunes. N'oubliez pas surtout. Chris Nem, n'oublie pas, n'enlève pas les étoiles. On espère qu'on n'a pas trop lu nos chroniques. À bientôt. Et à très bientôt. Salut, bonito. Ciao. We are the winners, watch us glimmer like the sun for the champions. We're in control, body and soul. We push ourselves to the maximum. The champions. Salut. Moi, c'est Anne. Pour une course de qualité. Bombez le pubis. Et regardez vers l'horizon. Vous êtes beau. Vous êtes fort. Vous êtes un bonito. Un bonito. Un bonito. Un bonito.